Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre émission de Brochu en direct. Ce soir, j'ai pour vous Jean-Jacques Nantel qui va venir nous parler d'une nouvelle capsule qui s'intitule « La crise commence partout en même temps ». Sans plus tarder, Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif pour rentrer dans le vrai vif du sujet qui est précisément le titre. Écoutez, je vais commencer aujourd'hui par parler des problèmes, puis à la fin, je vais parler des solutions. Les gens me disent souvent, il faudrait que tu donnes des solutions aux problèmes. Oui, effectivement, il y a des solutions qui ont été éparpillées un peu dans toutes les vidéos que j'ai faites. Alors, je vais les regrouper, pour être plus précis. Alors, essentiellement, écoutez, avant les dernières années, les problèmes sur la planète qui étaient localisés. On avait la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre au Kosovo, etc. Il y avait une inondation aux Indes, il y avait une famine. C'était dispersé, puis l'environnement pouvait le prendre parce que c'était éparpillé. Puis le temps qu'on règle le problème dans un pays, ça recommençait ailleurs. Mais globalement, c'est plus ça qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les problèmes aujourd'hui sont dispersés, puis ils sont les uns en même temps que les autres. Moi, j'ai fait une vingtaine de vidéos sur la crise pour expliquer ce que je suis en train de dire, là, que c'est une crise d'origine environnementale, puis qu'il y a toutes sortes de conséquences dans une foule de domaines au fait que ce soit une crise d'origine environnementale. Aujourd'hui, ils sont diversifiés dans le monde, puis ils sont le seul lien qu'on peut trouver, parce que c'est des problèmes environnementaux. Les seuls liens qu'on peut trouver, c'est que c'est des problèmes environnementaux. Il y en a qui viennent des êtres humains, mais c'est toujours une conséquence de choses qui se passent dans l'environnement. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les êtres humains, ils sont, surtout les plus riches, ils sont au-dessus du monde industriel, qui, lui, vit aux dépens des environnements. Aujourd'hui, les environnements peuvent plus en prendre, la planète est malade, puis les environnements sont en train de mourir. Alors, tout est en train de s'effondrer, et c'est pour ça que les problèmes se multiplient et en même temps. Ils se produisent en même temps. Un des cas de ça, c'est la pénurie de matières premières, le fait qu'on manque de toutes sortes du cobalt, de l'eau, de n'importe quoi. C'est que quand vous avez une pénurie de matières premières, d'abord, c'est parce que vous en avez trop retiré de l'environnement. L'environnement ne peut plus en fournir. Deuxième des choses, c'est parce que, comme il y a une pénurie, les matières premières sont de plus en plus difficiles à aller chercher, donc vous maganez encore plus l'environnement pour aller en chercher. Alors, ça augmente le problème environnemental et ça augmente la pénurie à mesure que les choses disparaissent, le pétrole, le gaz, l'eau, toutes ces choses-là, les terres rares. Le problème, c'est précisément ça, c'est que nous sommes en croissance exponentielle pour notre industrie sur une planète qui est en train de mourir. Alors, les deux courbes divergent à une vitesse folle, puis ça a des conséquences énormes, bien sûr, sur l'environnement. Ce phénomène-là, de la croissance exponentielle de nos industries face à un environnement qui ne peut plus en prendre puis qui s'effondre à cause de ça, ça avait été vu, par un gars dès 1798 en Angleterre. Il avait vu, lui, il parlait le essai sur le principe de population, il disait que la population augmentait beaucoup trop vite par rapport à l'augmentation des ressources. Là où Malthus s'est trompé, c'est qu'il n'avait pas compris que c'était la planète entière qu'il fallait détruire avant que le phénomène devienne incontrôlable. Or, c'est ce qui est arrivé de nos jours. Et en 1972, il y a eu une étude qui a été faite, le rapport Meadows, qui disait que il fallait faire arrêter la croissance. Personne n'a rien fait, ça fait 50 ans de ça. Alors, puis depuis 50 ans, eh bien, ça a fini par rentrer dans la population, puis il y a eu tout le mouvement écologiste, Al Gore, ancien vice-président américain, Greenpeace, puis toutes les ONG qui travaillent et qui pour convaincre la population qu'il y a un problème véritable. Alors, c'est le mouvement écologique. Vous avez des problèmes qui ont été causés par l'environnement. Un bon exemple, c'est la natalité. Les gens, ils se disent, la natalité, c'est les êtres humains qui décident de ça. Non, les êtres humains, ils décident de leur famille. Mais pourquoi ils décident? Pourquoi dans un pays entier, vous avez un effondrement de la natalité? Eh bien, c'est généralisé. C'est pour des raisons environnementales. Alors, vous avez plusieurs exemples ici, là, devant vous. La Libye, en 75, faisait 8 enfants par femme.
Aujourd'hui, on parle de 2015, hein, 2,31. Aujourd'hui, c'est en bas de 2,1. On va réaliser le chemin qui a été fait en seulement une quarantaine d'années, là. C'est ça, 40 ans. Alors, vous avez la même chose avec l'Arabie Saoudite, qui était à 7,31 enfants par femme, qui était rendu en 2015 à 2,58. Même le Rwanda a baissé de moitié, de 8,37 enfants par femme à 3,97 en 2015. Ça continue de baisser. Alors, regardez le Bangladesh, même chose, 4,82 enfants en 75, 2,13 en 2015. Là, ils ont passé en dessous de 2,1 enfants par femme, qui est censé être Alors, c'est un problème qui est de base et qui touche tous les pays du monde, sauf un peu l'Afrique noire. Mais même en Afrique noire, c'est un pays, un continent d'assisté. Ça tombe très rapidement, comme on l'a vu avec le Rwanda et avec plusieurs autres pays. Alors, dans les grandes puissances de nos jours, c'est que les grandes puissances n'ont plus de jeunes pour faire comme ils faisaient jusque dans les années 70, c'est-à-dire tuer des 53 000 hommes au Vietnam. On les a plus aujourd'hui, ces jeunes-là, ni en Chine, ni en Occident, aux États-Unis, ni en Russie. Alors, il y a un problème. Si vous avez plus assez de jeunes à faire tuer pour occuper les emplois payants dans les industries, ben vous avez un gros problème. Et il faut pas oublier ici que dans la situation actuelle, la Chine tombe plus rapidement que la Russie et que surtout les États-Unis, qui eux peuvent profiter d'une immigration anglophone parce que le monde entier apprend l'anglais comme seconde langue apprise à l'école. Alors c'est extrêmement important pour le long terme parce que la Chine, qui était la plus grande puissance pendant des millénaires, ils vont former le quart de la population terrestre. Aujourd'hui, ils sont le 6e. Puis ensuite, ça va continuer à baisser très rapidement, 7e, 8e, 9e, 10e. Alors, la Chine est en train de tomber et ils n'ont pas grand temps pour profiter du fait qu'ils sont une superpuissance. D'autant plus qu'ils sont en train de détruire leur pays. Toutes les industries qu'on a exportées en Chine sont en train de détruire la Chine écologiquement. Alors, la population, un des réflexes de la population, je viens d'en parler pour la natalité, ben, c'est de faire tomber la natalité beaucoup plus rapidement. Et les gouvernements peuvent rien faire. On fait monter à coups de milliards de dollars une petite miette de natalité, puis ça bouge pas, ça bouge plus par après. Parce qu'il y a des raisons de la façon dont le pays est structuré. Quand le pays est très urbanisé, quand les femmes, surtout les femmes, sont éduquées, quand toute la culture a changé. En ville, c'est pas payant les enfants. En campagne, c'est payant. En ville, c'est pas payant. Il faut aller à l'université, faut que ça coûte cher. Les appartements sont pas faits pour ça. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les pays dans le monde entier sont en train d'entrer dans une crise de décroissance, puis ils savent pas comment faire ça. Alors, personne ne sait. Alors, quand on a une pénurie de jeunes, on a une pénurie de jeunes, de gens productifs, d'une main-d'œuvre spécialisée. Des pauvres, si vous en voulez, là, vous pouvez aller en chercher 2 milliards, si vous voulez. C'est très, très facile. Il suffit de prendre un bateau, de remplir ça, puis ils vont rentrer 1 million par jour. Ce qui est difficile, c'est d'aller chercher des jeunes productifs qui ont été bien formés, qui savent la langue, qui connaissent la culture du pays. En Allemagne, Angela Merkel avait demandé aux industriels pourquoi vous avez employé seulement que 5% des jeunes qu'on a fait rentrer en 2015. Mais ils ont dit parce qu'ils sont pas bons. Pas parce que c'est pas des êtres humains valables, parce qu'ils sont pas bons pour l'industrie. Ils viennent de pays où il n'y en a pas d'industrie. Voilà. Pas. Alors, c'est un phénomène que je remarque sur la construction, moi, à Montréal. C'est comme vous dites, c'est d'aller trouver ceux qui sont capables de travailler, puis dans des tâches qui demandent une certaine connaissance des méthodes de travail des pays d'accueil. Et moi, dans la construction, dans la région de Montréal, je peux vous dire que c'est 1 sur 10 là, on les voit arriver sur les chantiers de construction, ils se demandent d'où ils arrivent, ont très peu de comment je pourrais vous dire, ils ont de la misère avec la langue aussi. Le français sur les chantiers, souvent, ils ont beaucoup de misère à nous comprendre. Et sur un chantier, on n'a pas le temps de perdre notre temps, là. Et il y a des questions de sécurité aussi. S'il ne comprend pas ces choses-là, il peut mettre tout le monde en danger.
Donc, c'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre. Puis quand on nous fait croire qu'il y a une pénurie puis qu'il faut en faire rentrer plus. Vous savez, ouais. Il y aura toujours de pénurie dans certains domaines. Quand j'étudiais à Polytechnique, il y avait un genre de génie qui était le génie métallurgique. Il en produisait 5 ou 6 par année parce que ça intéressait personne d'étudier dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est très chimique, très bon. Et le résultat, c'est que des fois, il y a des domaines où on n'aura jamais les gens. À moins de faire une espèce d'eugénisme, je sais pas comment est-ce qu'il ferait ça. Ouais. Il y a toujours des jobs que les gens veulent pas faire. Puis en passant, c'est des jobs de haut de gamme comme des jobs de bas de gamme. Nettoyer les toilettes, là, ça n'intéresse pas grand monde, même chez les immigrants les plus pauvres, ça les intéresse pas. La première chose qu'ils font, ils lâchent ce job-là, puis ils vont faire quelque chose d'autre. Alors, le problème, c'est de trouver des gens productifs, des gens bien formés, des gens qui connaissent les lois, qui connaissent la culture, qui sont habitués au climat. Et ça, ben, c'est les natifs. Le problème aujourd'hui en Occident, là, surtout en Amérique du Nord, pendant 200, 300 ans, on faisait venir du monde. Alors, il disait que, par exemple, aux États-Unis, il disait que les immigrants soulevaient toute la pyramide sociale. C'est-à-dire que le gars qui commençait comme manœuvre quand il était jeune, ben juste en vieillissant avec les immigrants qui rentraient et qui parlaient mal anglais, ben il était soulevé, puis il devenait contremaître, puis après chef contremaître, etc. Alors ça marchait bien parce que le continent était vide. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est enrichi, qui s'enrichit. C'est un processus qui pourrait, moi je pense pas que ça va arriver là parce qu'il y a des raisons de pénurie de tout ce qu'on veut. Mais le fait qu'il y ait une dénatalité mondiale, que les gens s'enrichissent partout dans le monde. Alors, ce que vous avez comme immigrants, c'est les 2, 3, 4 millions, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en est rentré en 2022 par la frontière américaine ou par la frontière européenne. C'est des gens qui sont pas utiles. Angela Merkel a dit, pourquoi vous n'avez engagé seulement 5%? Mais on dit, c'est parce qu'on peut pas les utiliser, ils sont pas utilisables. Moi, j'ai travaillé dans le développement international, je m'occupais des Caraïbes, de l'Afrique et de l'Asie. Puis en Asie, l'éthique du travail est très, très bonne. On le sait, là, les Chinois travaillent très bien pour pas cher. Là, pas cher, mais là, c'est de plus en plus cher. Alors que, par exemple, en Afrique noire, c'est un des principaux problèmes d'Afrique noire, c'est l'éthique du travail qui est mauvaise. Puis quand j'étais là-bas, je disais aux gens, si vous travaillez fort, vous allez chercher un diplôme, vous ramassez de l'argent, ben vous pouvez lancer une petite entreprise. Il y a plein de besoins. Les gens ont besoin de bonbons, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de cuisinières faites en Afrique parce que ça va coûter beaucoup moins cher. Puis quand j'expliquais ça aux gens, les gens me disaient, ben non, ici, les gens riches ne travaillent pas. Ils reviennent avec un diplôme de France ou des États-Unis, puis ils divisent le travail en 7-8, ils engagent des gars pour faire chacun des bouts, puis là, ils payent chacun 50 cents, une pièce de l'heure, puis lui, ben là, il va chercher, il rentre en politique, puis il se fait connaître. J'ai rencontré un entrepreneur au Cameroun. Le gars, il disait, j'étais obligé de me promener continuellement dans mon usine. Le gars, c'est un ferblantier qui revenait de France, puis il faisait des poêles, des frigidaires. Il a appris à faire ça, puis il m'avait fait venir parce qu'il avait besoin d'experts pour que son émail colle sur le métal. Puis il avait de la misère à faire ça dans ses usines. Puis il me disait, il dit, ici, les gens, ils veulent être payés pour le temps qu'ils passent, pas pour le travail qu'ils font. Il dit, moi, mon profit, je le fais quand les gens travaillent, produisent quelque chose. Bon. Alors, l'éthique du travail est très mauvaise en Afrique. Certains disent c'est à cause du temps de l'esclavage, possible. À cause du climat, il fait chaud. À cause des élites qui volent. Il dit c'est des kleptocraties. Le gouvernement par les voleurs. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'en Afrique, l'éthique du travail est très mauvaise. En Amérique latine, c'est moyen, c'est correct. Les Brésiliens, par exemple, ils peuvent travailler très bien, mais des fois, ça les intéresse pas. Je sais, j'en ai engagé pour faire des réparations dans les maisons, pour parler de la construction. Mais là, c'était des Brésiliens qui essayaient de faire n'importe quoi, en tout cas. Mais c'est pas pareil partout, la culture. Les êtres humains sont pareils partout, mais la culture, le climat, les habitudes, l'histoire. Ils disent que l'esclavage, d'ailleurs, comme les camps de la mort chez les nazis, ils disent que ça donnait, ils faisaient faire des travaux inutiles aux gens pour les punir ou n'importe quoi. Puis ça développait une haine du travail. Alors les gens qui sont sortis des camps de la mort en Allemagne, ils étaient écœurés de faire du travail. En tout cas, c'est des phénomènes culturels. Alors toujours est-il que l'éthique du travail, l'adaptation au climat, puis au Québec,
Moi, je l'ai déjà dit, les Québécois, les êtres humains, c'est des animaux tropicaux. Puis ils montent dans le nord seulement quand il y a de la richesse à venir chercher. Puis les gens qui rentrent par le chemin Roxham, puis qui rentrent, ils font toutes sortes de trucs illégaux pour rentrer, ben c'est pour venir chercher de la richesse, notre richesse. Mais c'est très difficile à employer. Vous venez d'en faire témoignage pour le monde de la construction. J'ai mis là-dessus, ce qui est en train d'arriver de nos jours, c'est que les problèmes, il y en a dans chaque continent, dans chaque pays, puis il y en a partout sur la planète. Avant, c'était un après l'autre les problèmes. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on voit. Il y a des guerres au Sri Lanka, au Yémen, au Mexique, il y a une guerre de la drogue. Vous avez des sécheresses, des inondations, des faillites, des pays en faillite comme le Sri Lanka. Vous avez des famines qui existent déjà en Afghanistan, en Somalie, au Sud-Soudan. L'ONU a déclaré il y a à peu près un mois ou deux qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il était certain de ne pas avoir assez d'argent pour aider seulement le Sud-Soudan. Alors là, le Sud-Soudan, il y a une famine. C'est un pays enclavé qui a pas beaucoup d'accès qui a pas d'accès à l'océan. Et ils sont pas sûrs d'avoir assez de ressources pour aider un pays. Avant, on le faisait, il y avait une épidémie au Sri Lanka, ou pas au Sri Lanka, une famine en Éthiopie, et tout le monde y allait. Là, c'est plus possible, parce qu'on les a plus, les ressources. Alors, les problèmes d'endettement, tous les pays l'ont de nos jours. Alors, ils ont de moins en moins d'argent pour aider. C'est particulièrement grave pour l'endettement dans des pays comme l'Argentine, le Sri Lanka, le Salvador, le Zimbabwe. C'est des pays où c'est fini, ils n'ont plus d'argent, puis on peut pas les aider parce que tout le monde est endetté. La pollution, tous les pays ont des problèmes de pollution, et spécialement les pays très industrialisés, comme la Chine et bientôt l'Inde, qui est déjà surpeuplée. Ils sont en train de détruire leur pays à force de... Vous avez d'autres, à force de bâtir des usines qui créent de la pollution. Vous avez un problème de déforestation dans tous les pays qui sont dans la bande équatoriale. Le Brésil en a un problème important, l'Amérique du Sud en général. L'Indonésie, ils coupent des forêts entières pour faire pousser des plantes là, pour faire... en tout cas, j'ai oublié le nom. Là. Mais il y a le problème en Afrique centrale, ils coupent le bois pour brûler, c'est comme ça qu'ils cuisent la nourriture. Ils chassent énormément, ils mangent beaucoup ce qu'ils appellent des bushmeat, c'est de la nourriture qui vient de la jungle. Mais ils sont 1 milliard. Si 1 milliard d'êtres humains se mettent à bouffer les animaux sauvages qu'il y a dans la jungle, ça va aller très très vite pour que ça disparaisse. Même chose en Asie du Sud-Est, l'Indonésie, j'en ai parlé. Haïti a été complètement déforesté. Pas complètement, mais presque complètement. Vous avez un problème de désertification qui est de plus en plus important en Chine, en Afrique du Nord, au Sahel. Vous avez le manque d'eau, ça c'est tous les pays du monde, sauf la Russie, le Canada. Il y a quelques pays qui sont encore épargnés, un peu le Brésil. Mais en général, là, pratiquement tout le monde manque d'eau. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous avez des sécheresses en Chine, présentement. En Chine, dans les États-Unis de l'Ouest, le Canada de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Vous avez des famines en Somalie, Soudan Sud, au Venezuela qui a des famines, les gens ont faim. L'Afghanistan. Vous avez des incendies aux États-Unis, vous en avez en Australie. Vous avez un gros problème de criquet pèlerin qui a balayé toute la zone tropicale de la Chine jusqu'aux Amériques l'an passé. Là. C'était quelque chose de très important. Ils ont mangé les récoltes. Gros problème. Vous avez des inondations catastrophiques au Pakistan. Et tout ça, ça se passe en même temps. Là. C'est quelque chose qui est nouveau. Là. Autrement dit, on n'est plus capable aujourd'hui, parce que tout le monde est endetté, d'aider tous ceux. Il va falloir choisir nos alliés, puis peut-être même dans bien des pays, s'occuper de sa propre population. Toute l'idée là que on va nuire à notre population, c'est ça qui est bon, parce que c'est d'anciens salauds qui ont envahi le monde, puis ont tué tout le monde. Alors, on va aider, ça va être fini, mais on n'aura plus d'argent. De toute façon, l'aide, c'est très, très efficace à courte distance. Plus c'est loin, plus ça coûte cher. Vous avez également tous les problèmes qui ont été créés par l'homme. Là, c'est les hommes qui réagissent aux crises qu'ils vivent. Crises environnementales, ce que fait le gouvernement, etc. Alors, vous avez, par exemple, des révoltes toutes récentes. Là. Il y a eu des révoltes au Sri Lanka, en Hollande, en Grande-Bretagne, plusieurs autres pays là, que j'ai pas noté. La Turquie, qui est un pays stratégique, qui est complètement, qui est à la limite
de l'Europe et de l'Asie. D'ailleurs, il y a une Turquie d'Europe et une Turquie d'Asie. C'est comme la Russie, là, c'est entre les deux, sauf qu'eux sont au centre, la Russie est au nord. Alors, la Turquie, son inflation présentement est de 80%. Or, le président de la Turquie, il va se faire réélire en 2023. Alors, ce qu'il a fait, pour cacher le fait que la Turquie a d'énormes problèmes économiques, ben, il a utilisé de vieux trucs, des primitifs, là, de la préhistoire, puis de nos ancêtres d'il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire, il commence à menacer de faire une guerre contre la Grèce parce que la Grèce aurait eu des îles que la Turquie voulait à la fin de la Première Guerre mondiale. Il nous ramène un truc d'il y a un siècle pour lancer une guerre parce que ça augmente sa popularité dans le pays. Alors, il y a un côté criminel là-dedans, mais il le fait. Vous avez également, ça c'est ah oui, quand vous faites une guerre, vous détruisez les environnements. Puis là, de nos jours, les terres sont déjà abîmées, les ruisseaux, les rivières sont déjà polluées. Puis là, vous faites une guerre avec, pour vous donner une idée, toute la région de Verdun, toute l'ancienne zone où ils se sont battus à la Première Guerre mondiale, entre la France, la Belgique, là, c'est pas utilisable comme terre agricole, c'est trop pollué, puis ils retrouvent encore des bombes qui explosent de temps en temps. Et régulièrement, ils retrouvent des bombes. Puis il y a eu tellement de shrapnel puis de balles qui ont été tirées que le sol n'est plus utilisable pour faire de la nourriture. C'était une plaine, là, ça, là. C'était des terres à blé, là. C'était des terres, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se battaient. On se bat toujours, là, enfin, les militaires préfèrent se battre sur une belle terre planche que dans des montagnes. C'est beaucoup plus facile de faire bouger les tanks, les soldats, la cavalerie, etc. Alors, ils détruisent en priorité ce qui est le plus important de nous nourrir. Bon, alors après des milliers d'années de faire ça, eh bien là, ça commence à créer beaucoup de problèmes. Alors, vous avez des guerres également sur la planète. Taïwan se prépare, l'Ukraine, on le sait tous, c'est déjà commencé. Le Mexique est en guerre avec... ils ont tué plus que 10 000 personnes pendant plusieurs années au Mexique, là. Il y a même eu des attaques à Cancun parmi les touristes. Il y a des touristes qui se sont fait tuer. Vous avez une guerre présentement au Yémen, l'Arabie Saoudite contre l'Iran, la Libye, la Syrie. Là, il y a eu récemment une guerre, c'est curieux, un début de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se sont battus l'an passé, je crois, pour récupérer une partie qui s'appelait le Nagorno-Karabakh et que les Arméniens occupaient, mais c'était à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan. Ils ont fait une guerre, puis là, ils viennent de la relancer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir un deuxième front en Russie contre la Russie, parce que la Russie est alliée avec l'Arménie. Alors, c'est l'Azerbaïdjan qui a attaqué là, dans les derniers jours. Alors, c'est quelque chose de bizarre, on ne sait pas exactement ce que c'est. Là, vous avez le grand conflit moderne qui est entre la Chine et les États-Unis. Alors, comme je l'ai dit souvent, c'est important de le répéter parce que c'est central. Les Américains, c'est une puissance maritime qui n'ont pas d'ennemis proches, qui contrôle les océans, 71% de la surface de la planète, plus les 3 Amériques, plus l'Australie, plus tous les pays qui sont le long du littoral de l'Eurasie, alors que la Russie et la Chine, ce sont des pays continentaux qui peuvent rayonner eux autres sur la Terre. Alors, c'est très utile quand vous voulez attaquer vos voisins, comme la Russie le fait avec l'Ukraine, comme ils l'ont fait avec la Géorgie, etc. Mais vous êtes embouteillés parce que les Américains contrôlent tout ce qui est pourtour, tous les points stratégiques. Alors, dans la lutte, les Américains, avant, c'était une puissance tellement dominante, c'était la seule puissance mondiale qui faisait la police partout. Et là, maintenant, ben là, c'est fini. Puis d'ailleurs, les Américains ont renoncé. Par exemple, Trump n'a pas fait de guerre. Obama a essayé d'en arrêter, mais il en a fait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Biden, ben là, l'Afghanistan, ça a été il est sorti d'une façon très piteuse, en laissant un paquet de matériel derrière lui. Alors, les Américains sont en train de contrôler, ils jouent les troubles-fêtes un peu partout. Alors, par exemple, il s'est passé des choses récemment. D'abord, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit la Syrie. C'est des pays qui fonctionnent plus. D'où les migrants qui sont sortis de là. Ils ont signé, il y a quelques jours, un prêt de plus de 10 milliards pour les 10 prochaines années avec la Jordanie. C'est étonnant parce que c'est près d'Israël. S'ils renforcent la Jordanie, les Jordaniens, depuis 1967, là, ils veulent plus se battre contre les Israéliens. Alors, les Américains se servent des Jordaniens contre la Syrie. Enfin, ça semble être l'idée.
Israël reçoit des milliards par année pour marcher, pour survivre. Alors, comme la Chine perd de la population, a commencé à perdre de la population, elle perd de la population beaucoup plus rapidement que la Russie ou les États-Unis. Le petit épisode de puissance qu'ils ont, là, ils vont avoir de la difficulté à l'utiliser à plein parce qu'ils n'ont pas grand temps pour le faire. Alors, en Chine, les salaires augmentent très rapidement, de même que les problèmes environnementaux à cause de toutes les industries qu'on a déplacées de l'Occident vers la Chine. Alors, la Chine, présentement, elle est entrée en crise économique. Ils ont beau mentir, jouer avec les statistiques, tout ce qu'ils veulent, on le sait. Ils ont un immense problème dans le domaine immobilier. La crise de 2008 était sur l'immobilier aux États-Unis, où les gens ont remis des millions de maisons sur le marché. Eh bien, en Chine, il y a 64 millions d'appartements qui sont vides. Ils ont été construits, vendus, achetés, sont restés vides. Et souvent, les gens qui les ont achetés n'ont pas les moyens de les habiter, parce que c'est leur retraite, parce qu'il n'y a plus d'enfants, là. Ils essaient de faire des retraites avec ça. Et la Chine a construit ces 64 millions d'appartements-là en dépensant des milliards pour aller chercher des matières premières ailleurs dans le monde. Tout ça pour que ça rouille inutilement. Alors, la Chine là, est rentrée dans une immense crise économique. Là, il essaie de faire baisser le yuan pour faciliter les exportations, pour essayer de maintenir. Mais ça, c'est les communistes qui font ça. Ils ont compris les systèmes, ils n'ont pas compris exactement à quoi ça servait. En tout cas, ils ont mal compris. Là. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut investir en Chine parce que c'est des bons placements. Eh bien, les Chinois, on le voit au Xinjiang, ils ont mis 10% de la population en prison. On le voit au Tibet, où ils ont massacré des moines par milliers dans les années 50, où ils continuent d'envahir le Tibet pour faire disparaître le peuple. Ce qu'ils font en mer de Chine du Sud. Les Chinois ont tendance à ne pas respecter autrui, surtout les communistes, évidemment, le Parti communiste. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les gens qui vont mettre leur argent... Moi, quand j'ai vécu en Chine, et j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils ont perdu l'argent qu'ils ont investi parce que dès qu'ils ont commencé à faire des bons profits, ben là, il y avait tout un problème de fonctionnaires puis de documents. Il fallait aller à Beijing, revenir à Shanghai, se promener. Autrement dit, les gars, quand ils avaient compris qu'on riait de lui, ils s'entendaient, ils payaient la corruption, puis ils s'en allaient avec ce qu'ils pouvaient. Alors, il y a un problème là un problème de réseau en Chine, là, ça fonctionne, c'est des réseaux de voleurs, bon, c'est tout, je les ai vus faire continuellement. Ils volent les employés. Ça arrive, il y a plein d'entreprises, dont des gens que j'ai connus en Chine, qui sont 2-3 mois de retard sur les salaires. La compagnie doit 2 à 3 mois de salaire. Fait qu'à un moment donné, les gens arrivent après une fête là, du cochon, je sais pas trop quoi, là. Ils reviennent, il y a un cadenas sur la porte, l'usine a été vendue, toute la machinerie est sortie, puis le gars s'est sauvé, rendu en Europe ou aux États-Unis. Alors, c'est très, très, très courant en Chine. Ils respectent pas les gens. Ils respectent pas leur propre population. Ils respectent, en tout cas, c'est des problèmes qui sont de fond. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les entreprises ont été s'installer en Chine. Il y avait beaucoup moins de réglementation. La réglementation, c'est bien agaçant, mais ça protège beaucoup de monde, souvent. Alors, la raison, la Chine également est en train d'augmenter son arsenal dans tous les domaines. Ils sont en train de construire un troisième, ils ont acheté un porte-avions à l'Ukraine. Ils en ont fabriqué un, puis il y en a un deuxième, puis ils ont des plans pour en construire encore plus, puis ils deviennent très menaçants, notamment pour Taïwan. Alors, les Chinois augmentent leur puissance d'attaque, et ça fait peur au monde entier qui se braque contre la Chine. Alors, j'en ai parlé tantôt, la vidéo numéro 9, regardez ce qu'ils font là, pour embêter leurs voisins. Ils revendiquent un territoire qui n'est pas à eux selon la loi internationale. C'est pas à eux. Ils ont décidé que c'était à eux, puis ils agissent comme des brutes, ils tassent tout le monde, ôtez-vous de là, c'est chez nous, puis ils envoient des avions, sortez de là, vous n'êtes pas le droit, c'est en territoire chinois. C'est pas à eux, on le voit, là, c'est très clair. Ils appelaient ça la ligne quand j'étais en Chine, j'avais acheté une carte, puis il y avait 9 traits pour la ligne rouge, là, c'était les 9 traits qu'ils mettaient. Puis ma femme m'a dit, c'est quoi cette ligne-là? J'ai dit, ça, c'est la guerre. Ça, ils revendiquaient, puis je le savais que c'était ça.
mais c'était la frontière qu'ils revendiquaient. Puis là, comme ils sont devenus assez puissants, ben là, ils tassent tout le monde. Les Chinois font ça. Hein. Ils prennent leur masse, puis ils poussent. Vous êtes obligés de reculer. Alors, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous, allez pas investir votre argent en Chine, parce que les premiers qui vont perdre leur argent, ça sera pas les Chinois. Ça va être les étrangers qui connaissent pas le système, connaissent pas les lois, parlent pas la langue. En tout cas, c'est un foutoir. Il y a le cas de la Russie contre l'Europe. Actuellement, pas la Russie contre l'Ukraine, c'est la Russie contre l'Europe. Alors, c'est les États-Unis qui dominent le phénomène de la guerre en Ukraine. Puis, de façon intéressante, si vous regardez dans le nord de cette carte-là, vous allez voir qu'il y a deux lignes. Si vous allez baisser un peu, là. Vous allez voir qu'il y a deux lignes à travers la mer Baltique. C'est les deux pipelines Nord Stream 1, Nord Stream 2. Et curieusement, c'est quand les Russes l'ont complètement dépensé, il a fait toutes les dépenses pour construire les deux. Tout était prêt pour expédier du gaz. C'est là que la guerre est partie et que les sanctions sont commencées. Ça c'est une tentative d'affaiblir les Russes. C'est la volonté des Américains. Et la guerre qui se produit actuellement en Ukraine, elle se produit en Ukraine, et non pas en Europe occidentale ou en Russie. C'est l'Ukraine qui est détruite systématiquement. Ce que font les Russes, ils font ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire faire le vide derrière eux ou devant eux, mais l'idée, c'est d'obliger l'ennemi à traverser un désert pour les rencontrer et se battre contre eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont tout en train de détruire les ponts, les gares, les stations électriques, ces choses-là. Alors, dans la guerre qui se produit présentement, l'Europe a beaucoup plus besoin du pétrole russe que l'inverse. Les Russes peuvent se débrouiller relativement bien. Tous les pipelines que vous voyez là sur la carte là, qui traverse l'Europe, ça vient de Russie. Et quand l'hiver va venir, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, eh bien les Européens vont être obligés de céder parce qu'il va falloir qu'ils vivent. Ils ont besoin du gaz et du pétrole russe. Ils ont fait l'erreur d'en devenir extrêmement dépendants. Évidemment, les Européens ont dit on va développer des centrales nucléaires, on va des centrales pour dégazéifier le gaz liquide là, que les Américains envoient, etc. Mais ils vont dépenser des milliards pour se rendre indépendants de la Russie, mais ils vont recommencer à acheter du gaz russe. Pourquoi? Ben, c'est pour une raison économique toute simple, c'est le pétrole le moins cher. Le transport, tout est installé. Tous les pipelines sont installés. Alors, c'est une grosse farce. Et les pipelines sont tout simplement beaucoup plus économiques que de transformer du gaz liquide qui vient des États-Unis, le remettre en gaz. C'est une dépense. Alors, les Européens vont dépenser des milliards et des milliards de dollars pour se rendre indépendants de la Russie, tout en recommençant à acheter du pétrole et du gaz aux Russes. Une chose en passant, il n'y a personne qui parle de détruire les pipelines russes. Curieux, hein? Parce qu'ils veulent se libérer, ils en veulent plus, mais détruisez les pipelines. Non, on va les garder les pipelines. Bon. La raison pour laquelle ils ont construit ces pipelines-là, c'est parce que ça coûtait moins cher, puis parce qu'ils voulaient en profiter. Alors, ils détruisent pas les pipelines. Actuellement, la Russie, pour se défendre, elle a simplement signé des ententes avec l'OPEP, puis avec l'Iran, avec tous ces pays-là, pour garder le prix du pétrole relativement élevé, parce que les Russes donnent, pour continuer de faire de l'argent, ils donnent des rabais de 30% aux Chinois puis aux Indiens pour acheter leur pétrole, mais de façon, puis ils s'arrangent pour que le pétrole ait monté parce qu'ils ont créé une rareté naturelle et artificielle. La rareté naturelle, c'est qu'on a dépassé le pic de production de pétrole, et artificielle, ben, c'est ce que les Européens ont fait. Alors, le résultat, c'est que les Russes font plus d'argent maintenant avec leur pétrole qu'ils en faisaient avant la guerre en Ukraine. Alors que c'était pas ça l'idée des sanctions. La Russie, comme c'est une puissance centrale, continentale, elle peut rayonner dans toutes les directions. Alors, c'est ce qu'elle va faire avec ses pipelines. Elle a commencé à faire des pipelines qui vont se rendre en Chine. On les voit ici, là. C'est des pipelines. Il y en a déjà plusieurs qui existent, mais là, ils sont en train d'en construire le plus rapidement possible. Et la Chine, bien sûr, qui est également une puissance continentale, essaye d'en prendre le plus possible. Évidemment, quand les réservoirs sont pleins, on peut plus rien faire, mais la Chine va avoir besoin de beaucoup de pétrole. Alors, la Chine va acheter le pétrole. Chose intéressante, la Chine et le Japon financent les pipelines russes en Sibérie.
parce qu'ils veulent en avoir de ce pétrole-là. Ça fait une source qui est très fiable, hein, c'est pas en danger, personne va aller détruire les pipelines en Russie, ou en tout cas ça va être difficile, il y en a tellement. Alors tout le monde est d'accord pour investir dans le pétrole russe, notamment les Chinois, ils savent très bien que la route de la soie, j'en ai parlé dans une autre émission, la route de la soie terrestre passe à travers des pays musulmans, puis ils massacrent les Ouïghours. Alors évidemment, il y a des gens qui vont faire sauter leurs installations, et les Chinois le savent, ça. Mais les Américains les ont laissés faire. Napoléon disait, n'interrompez jamais un ennemi pendant qu'il fait une erreur. Laissez-le s'enfoncer jusqu'au bout de son erreur pour que ça lui coûte le plus cher possible. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils laissent s'installer leur route de la soie, mais les routes de la soie chinoises pour aller chercher du pétrole, des matières premières en Afrique, tout ça, passent à côté de l'Inde. C'est tout en danger, ça. Alors, c'est des gros investissements qui leur serviront pas à grand-chose, parce qu'il va y avoir des réactions, notamment de la part des islamistes. Alors, une autre chose, c'est que la Russie a rebondi en 1991. Tout le monde pensait qu'elle était finie, ratiboisée, on n'en parle plus. Ben là, ils ont rebondi. Puis la Russie, c'est un des seuls pays du monde qui a à peu près tout ce qu'il faut, avec les États-Unis, qui a à peu près tout ce qu'il faut pour survivre. Ils n'ont pas beaucoup, ils manquent de haute technologie parce qu'ils n'ont pas assez de jeunes, pas assez de créateurs, pas assez d'inventeurs. Ça va. Mais ils exportent du blé, ils exportent du pétrole, du gaz, ils ont des matières premières, ils ont tous les métaux qu'ils veulent. Et la Russie est en surplus budgétaire. C'est un des rares pays qui n'est pas endetté sur la planète. Alors, la Russie va rebondir encore une fois, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Et depuis, la Russie a comme arme, une autre arme, c'est qu'avec son gaz, elle peut fabriquer des engrais, des pesticides pour la population, pour faire de la nourriture dans les autres pays, dans toute la couronne qui est autour de la Russie. Ils ont de l'eau également, alors beaucoup d'eau. Alors, les pipelines, un coup qu'il n'y aura plus de pétrole dedans ou de gaz, ils vont pouvoir mettre de l'eau dedans, aller vendre ça partout autour d'eux. Alors, la Russie a tellement de ressources dans tous les domaines, puis la population est tellement frugale, est tellement habituée de vivre pauvrement, que la Russie, c'est un des pays qui va bien s'en sortir à long terme avec tout ce qu'ils ont. Il leur manque de la haute technologie, c'est vrai, mais ça peut s'acheter en Chine, en Inde, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais parler des problèmes causés par l'ignorance. Et j'aime bien dire parfois la bêtise. Actuellement, on passe d'une culture, d'une technologie qui existe depuis des siècles, même depuis des millénaires. C'est une culture de croissance. La population augmente, la production industrielle augmente, la production agricole, puis on trouve toujours des moyens de faire augmenter. Là, c'est fini, l'environnement ne peut plus le prendre. On rentre dans une époque de décroissance. Et ça, c'est inévitable. Décroissance de la population, c'est déjà dans les chiffres de natalité que je vous ai montré tantôt. On sait qu'on a dépassé le pic de Uber, c'est-à-dire le pic maximum de production dans une foule de domaines, surtout le pétrole, l'eau, le gaz, etc., mais dans tous les domaines. Alors, on n'a pas présentement, on n'a pas les penseurs, on n'a pas les paradigmes. Un paradigme, c'est une façon de penser, une tendance à voir les problèmes. On les a pas, ça, pour faire de la décroissance. Quand vous entendez parler des économistes par tout le temps, la reprise de la croissance. En 2023, il va y avoir de nouveau de la croissance. C'est fini, c'est plus possible, la planète peut plus le faire. On peut faire de la croissance dans certains domaines, mais c'est parce que c'est des domaines où on vient de faire une percée dont les gens ont besoin. Mais la croissance généralisée, c'est fini. Fini. Impossible, la planète est en train de mourir. Puis c'est pas une blague qui est en train de mourir. On a tellement de preuves de ça. Ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas habitués à penser comme ça. Ça s'appelle un paradigme. Ils n'ont pas les concepts, ils n'ont pas les technologies, ils n'ont pas les théories pour faire de la décroissance. Et nos élites, c'est-à-dire les élites, ceux qui décident, ceux qui font tout, et les politiciens, ils sont pas adaptés à la décroissance. Ils savent pas quoi faire avec ça. Alors, vous avez un exemple qui est tout à fait assez frappant. C'est les économies de gaspillage des pays pétroliers en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, au Bahreïn, le Brunei qui est en Indonésie. Regardez-moi ça, là, Dubaï. Il y a rien, il y a pas de culture, là. C'est juste du gaspillage. Le pétrole, ils prennent l'argent puis ils construisent des buildings puis des trucs impossibles. Ah oui, c'est mon building est plus gros que le tien. Ouais, puis Dubaï, ils veulent avoir, là, celui que vous voyez, la pointe, là, à droite, c'est le Burj Khalifa. Ils veulent en faire construire, qui est encore plus grand.
que celui-là. Puis, M. Nantel, c'est de voir aussi qu'il y a beaucoup d'Occidentaux là, qui rêvent d'aller maintenant voir Dubaï. C'est rendu un lieu touristique, c'est rendu comme aller à Paris. Les gens veulent aller voir Dubaï, voir le... Écoutez, chacun a leur chacun a leur goût, là, mais je trouve ça particulier. Oui, Dubaï, il y a un fait, là. Un fait pour Dubaï. C'est que Dubaï est à peu près situé au centre du monde. Quand on dit du monde, on parle de l'île mondiale, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Et c'est facile d'atterrir. D'abord, c'est du désert, on peut se poser. Mais ça, c'est à côté. Depuis, on fait plusieurs choses intéressantes à Dubaï, là, spectaculaires à voir. Mais tout ce que vous voyez devant vous, là, c'est des folies à l'américaine. Vous avez des c'est ce que j'allais vous dire, c'est un peu les Elvis Gratton là, du Moyen-Orient. Là. C'est un peu ça que c'est vraiment l'Arabie, comment je pourrais vous dire, le Moyen-Orient version Walt Disney. Là. La version Las Vegas. Las Vegas, oui. Tout est fait pour la voiture là-dedans. Il y a des quartiers d'habitation, des quartiers de travail, des quartiers de high-riser, de gratte-ciel. Et c'est fait, c'est aberrant. Tout ça, là, ça va rouiller dans le désert dans un siècle. C'est pas possible. C'est le pétrole qui permet de faire ça. Ils ont, en Arabie Saoudite, ils ont lancé le plan ou le projet 2030 pour mettre des industries, faire de l'agriculture. En Arabie Saoudite, il manque d'eau. C'est un désert. Ça a toujours été un désert. Ibn Khaldoun, un écrivain musulman du 13e siècle, je crois, il avait dit 14e. En tout cas, c'est pas grave. Le 14e siècle. Il dit, les Arabes se vantent de n'avoir jamais été envahis par qui que ce soit. Il dit, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, il n'y a rien à aller chercher en Arabie, c'est juste du sable. Alors, quand le pétrole est terminé, tout ça, ça va rouiller. Ça va être abandonné, évidemment, parce que ils veulent créer de l'agriculture dans la péninsule arabique, ils veulent créer des industries, mais ils travaillent pas. Les populations dans ces pays-là, ils travaillent pas, ils travaillent 1h30 par jour, quelque chose comme ça. En Arabie Saoudite, chaque job a deux propriétaires. L'Arabe à qui la job appartient, puis l'étranger qui fait le travail. Ben, quand il n'y a plus de pétrole, payer les étrangers viennent plus, puis tout tombe en... Évidemment, il y a du pétrole pour encore un bout de temps, mais la population a tellement augmenté dans ces pays-là, qui sont des déserts, que ça crée toutes sortes de problèmes d'approvisionnement en eau, ils font du dessalement d'eau de mer, ils essayent de faire des panneaux solaires, etc. Les panneaux solaires, là, quand il y a une tempête de sable, parce qu'il y a des tempêtes de sable dans le désert, ça raye les panneaux. En tout cas, c'est un paquet de problèmes, puis ça marchera pas. Alors, moi, je dis souvent, en Occident, à cause que nos élites puis nos penseurs ne sont pas formés pour la décroissance, eh bien, c'est la stupidité au pouvoir. La guerre que l'Europe a lancée contre la Russie, c'est complètement bête, c'est eux qui vont souffrir. Les Russes vont souffrir, oui, mais beaucoup plus les Européens, ils vont arrêter l'industrie, puis c'est des bébés gâtés, les Européens de l'Ouest, les Allemands, tout ça. Alors, ils vont avoir, c'est de la bêtise. Biden, il laisse rentrer 2, 3, 4 millions, n'importe qui, par la frontière sud. Il y a la même chose ici, Roxham, là, au Québec. N'importe qui, rentrez, puis venez vous mettre, on va vous mettre dans des étoiles, dans des hôtels 5 étoiles, puis on leur donne le BS, tout ça. Mais on n'a plus l'argent pour faire ça. Puis quand on n'a plus l'argent pour donner ça à des gens qui viennent pour exploiter le système, ben, ils vont s'en aller, puis nous, on va rester avec les dettes. Bon, en tout cas. Vous avez également Macron, fait la même chose en France. Tous ces gens-là se disent, comme les Blancs, les Européens, les Occidentaux sont blancs, tout ça, c'est des gros méchants qui ont envahi le monde entier. Même si les Québécois n'ont jamais fait ça, non, ils ont envahi, fait qu'il faut les faire punir. Fait que l'idée, c'est que le bien, c'est d'aider n'importe qui d'autre sauf son peuple. Fait que là, ça devient, les valeurs ont été inversées de façon systématique. Ils nous présentent le bien comme le mal, et le mal comme le bien. Alors, laissez tomber les frontières. On s'est battu pendant des milliers d'années, des millions et des millions d'hommes se sont battus pour empêcher les Allemands, les Mongols de rentrer dans le pays. Non, on ouvre les frontières, n'importe qui, venez-vous-en. Puis là, il y a un phénomène, ça c'est un phénomène évidemment idéologique. C'est les 6 millions de Juifs, enfin tout ce qui découle de ça. Mais il y a un phénomène qui est intéressant au niveau psychologique. Il y a un gars qui a dit, il dit, si on inventait une voiture qui pouvait rouler à 500 km/h sans qu'il y ait jamais personne qui meure, il dit, c'est sûr que les gens rouleraient à 600-700 km/h parce qu'ils calculeraient, vous
ça crée un peu plus de danger d'accident, mais je vais arriver bien plus vite. Puis au bout d'un an, je vais sauver 300 heures de travail. Bon. Fait qu'il dit, ça, c'est si la voiture elle a 500 km/h sans qu'il y ait jamais jamais de mort. Alors les gens, il y a une espèce de crédit de mort, de souffrance. Et si vous aviez inventé une voiture qui exploserait dès que vous atteignez 15 km/h, tout le monde roulerait à 10 km/h. Parce qu'il dirait, non, il faut pas que je me fasse tuer. Bon. Alors, il y a une espèce c'est ça qui se passe quand vous avez une décadence, comme ça qu'on vit, c'est que les gens, comme ils ont inversé les valeurs, ils se disent, la Suède, c'était le pays le plus libéral, le pays qui marchait le mieux, il n'y avait pas de violence, les femmes pouvaient se promener en mini-jupe le soir, ils ne se faisaient pas violer, enfin, il n'y avait quasiment pas de criminalité. Alors, ce qu'ils se sont dit, ils font la même chose au Canada, font la même chose aux États-Unis. Ah, donc, la population est confortable, donc on peut. Angela Merkel, elle disait, quand elle a fait rentrer 1,5 million de n'importe qui, des islamistes, des terroristes, n'importe qui. Moi, j'ai vu un gars rentrer, là, en 2015, là. Il passait devant la caméra, puis les gens le recevaient avec des canettes de coke puis des toutous. Puis il se cachait le visage comme ça, passait devant la caméra. Pourquoi est-ce qu'il se cachait le visage? Ils le reçoivent avec du Coca-Cola. Ils le reçoivent, ils ont donné de l'argent. J'en ai vu d'autres qui disaient aux gens de l'assurance sociale, donnez-nous notre argent. Donnez-nous notre argent plutôt que nous donner des repas. C'est pas leur argent, c'est l'argent des contribuables. Bon. Alors l'idée c'est on peut faire souffrir la population un peu parce que c'est très confortable la Suède. Fait que là ils en ont fait rentrer tellement que il y a quelques jours c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir parce que même si les médias le cachent, ce sont les migrants en Suède qui violent, qui attaquent, puis là c'est devenu un pays invivable. Ils sont passés du pays le plus confortable de l'Europe à un des pires. Je pense que c'est le deuxième pire. Plus dangereux d'aller dans les rues, les filles peuvent, les infirmières là, qui rentrent à 4 heures du matin, là, ils savent qu'ils sont en danger de se faire violer. Puis ils sont pas juste en danger, ils se font violer. Alors le résultat, c'est que c'est une espèce de mentalité. Alors, Angela Merkel, elle disait, oui, on peut faire ça, on peut le faire, on peut réussir à faire rentrer 1,5 million Puis il y a des gens qui ont dit, oui, mais pourquoi le faire? Ça marche, l'Allemagne. Il y a 5% qui ont eu un emploi, tous les autres sont sur l'aide sociale. Alors, c'est une espèce de la décadence, c'est l'inversion des valeurs, tout est devenu fou. Alors, on s'y retrouve plus. Alors, attendez que je retrouve où j'en étais. Ah, c'est ça. Alors, je parlais des gaspillages, de la stupidité au pouvoir. Alors, comme les gouvernements ne sont pas adaptés à une crise de décroissance, ben, ils font ce qu'ils ont toujours été capables de faire, de ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, ils créent des dettes. Alors, pendant la COVID, là, ça a été des dettes folles. Trudeau au Canada, qui avait été élu en disant, je ferai jamais un déficit de plus que 10 milliards. Il a fait 343 milliards en 2021. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un paquet de pays qui sont rentrés en hyperinflation. Allez à l'image 13. Le dollar zimbabwéen a commencé à 1 dollar zimbabwéen pour 1 dollar américain. Ben, en 2008, c'était 100 trillions de dollars, un billet de banque. 100 trillions de dollars. Bon, c'est des folies. Puis là, ils ont recommencé. Là, récemment, ils se sont mis à l'étalon or. Est-ce que ça va marcher? Évidemment, ils vont mettre de l'argent puis du cuivre dans l'or. En fait, c'est le vieux système pour voler de l'or. Mais, veut dire, c'est l'inflation, là, l'hyperinflation est devenue un problème gigantesque sur la planète. Et on n'a plus aujourd'hui, on les a plus, les capitaux. Je l'ai montré tout à l'heure, tous les problèmes qu'on a. On les a plus, les capitaux, pour sauver la famine en Éthiopie, puis aider les Indiens, faire les recherches pour sauver les Africains, l'Afrique noire, là, de la malaria, de la tuberculose, contre le sida, etc. On n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent pour faire les recherches qui permettraient d'arrêter le réchauffement climatique, de réparer les infrastructures comme les centrales nucléaires, etc., faire des centrales de fusion. On les a plus. On n'a plus l'argent. Tout le monde est endetté. Les dettes, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste des chiffres sur du papier, là. Quand une dette est effacée, il y a quelqu'un qui perd tout l'argent qu'il avait investi dans cette affaire-là. Alors, les systèmes sociaux qu'on a vont tous sauter. Les pensions. Je dis souvent aux gens que je connais qui ont des pensions de 100 000 $, j'ai dit, ta pension de 100 000 $, ils te l'enlèveront pas. Ils vont la tripler. Ils vont la quintupler, la décupler. Ils vont te donner 1 million par année, pas 100 000, 1 million. Mais ça va valoir, comme au Zimbabwe, vous l'avez ici, là, ça va valoir 25 $.
Au Venezuela, les profs d'université conduisent des taxis quand ils ne se sont pas sauvés pour rentrer aux États-Unis. Vous savez que les 2-3 millions qui rentrent par la frontière sud, il y a une énorme proportion qui est des Vénézuéliens. Cette année de crever de faim chez eux. Puis là, ils rebondissent, puis le Mexique les laisse passer pour essayer de s'en débarrasser. Alors, les systèmes sociaux qu'on a vont sauter. Les médias, les gouvernements, les organisations d'aide, là, de tout, ils mentent. Ils cachent la vérité, ils empêchent les gens de dire que la COVID est venue du laboratoire de Wuhan, comme moi je disais, comme un paquet de membres le disaient, c'était bien évident. Ça avait plus de chance de venir du laboratoire de Wuhan qui s'occupait de maladies infectieuses que de venir du marché d'animaux qui était à 200 mètres. C'était toutes des bêtises, c'était des affaires qui tombaient sous le sens. Puis ils ont bloqué les gens systématiquement sur Internet. Faut pas que les gens le sachent parce que ça va les énerver. Puis là, ben, ça va déclencher une guerre civile ou je sais pas quoi. Puis c'était vraiment ce qu'ils ont fait. Alors, le gouvernement, par exemple, au Québec, ils disent on va rattraper l'immigration des 2 ans de COVID. Rattraper quoi? Pourquoi? S'il n'y a pas personne pour occuper l'emploi, ben, qui envoie l'emploi dans le tiers-monde, ils en ont besoin là-bas. Pourquoi faire venir les gens? Pourquoi détruire un peuple? Pourquoi réouvrir le chemin Roxham qui était fermé pendant le COVID? Alors, c'est tous des raisonnements qui sont complètement partis et qui sont à côté de la traque. Alors, au Québec, l'immigration, je l'ai déjà dit, c'est 140 000 personnes en 2022. 140 000 personnes, c'est de la folie furieuse. La Suède a fait quelque chose de semblable en 2015. Ils ont reçu 250 000 migrants pour une population totale de 10 millions. C'est 2,5% de la population. D'une claque, boum, boum, payez les Suédois. Ben, ils ont payé en argent, ils ont payé en sécurité, puis là, ben, ils viennent d'élire un gouvernement de droite pour essayer de régler ce problème-là. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont voté pour eux. Ils le disent. Les gens l'ont dit. Il faut régler le problème sécuritaire. Là, ça n'a plus d'allure. Il faudrait idéalement revenir dans... Ça reviendra jamais. Et puis, M. Nantel, en ce moment, dans la campagne électorale au Québec, c'est silence radio là-dessus. On va avoir 140 000. Puis, vous disiez dans une autre émission qu'au mois de mai, je crois, il s'est enregistré 13 000 nouveaux arrivants. Et là-dessus, combien ont été sur les aides sociales? Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est de l'ordre de 10 000. Oui, c'est ça. Il y a un point, là, il faut dire, moi, il y a 140 000 étrangers qui vont rentrer. Il faut même pas dire étrangers. C'est des folies, là. C'est des étrangers. C'est 140 000 étrangers qui vont rentrer au Québec en 2022. Maintenant, ce qui est vrai, il faut être honnête, je suis toujours honnête, je dis la vérité, puis je m'en cache jamais. Ah, il y a 33 000, je pense que c'est 33 000 ou 30 000 des travailleurs saisonniers. J'en connais qui vont repartir au bout de leur contrat. Supposément. Il y en a beaucoup qui se cachent, qui s'en vont en Ontario, etc. Il y a également il y a dans ceux qui rentrent au chemin Roxham en passant, c'était 10 ou 11 000 sur 13 000 qui sont mis sur l'aide sociale. Mais il y a un trou, là. Bon, il y en a beaucoup qui rentrent ici qui rebondissent tout de suite en Ontario. La raison pour laquelle ils passent par le chemin Roxham, c'est que c'est le chemin le plus court. Le Québec, je le répète, c'est un pays favorisé pour ce qui est des communications. On a une vallée qui va de Montréal la vallée du lac Champlain, jusqu'à New York. Alors, le plus économique, c'est de rentrer au Canada par le chemin des couillons, là, des couillons qui laissent passer du monde, n'importe qui. Puis après, ils se repartissent dans le Canada. Puis dans les 70 000 qui font rentrer, il y en a également un autre groupe qui s'en vont. Le Québec s'est toujours vidé et va continuer de se vider parce que c'est une des provinces les plus pauvres du Canada. On est 3-4 provinces au Canada qui ont à peu près le même revenu minimum dans les poches chaque année. Alors, Montréal, le Québec est une des provinces les plus pauvres du Canada, la plus pauvre du Canada. Et le climat est très dur. Ils le disent tous, les immigrants. S'il n'y avait pas tous les avantages que vous nous donnez, on ne serait jamais venu, on restera pas. Et également, les 2 langues compliquées à apprendre. Bon, etc. Fait qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça n'a jamais fonctionné et que ça ne fonctionnera pas. Alors, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a des guerres civiles parce que les gouvernements, là, quand vous dépassez, comme en Suède, quand vous dépassez la limite, c'est très facile au début de faire le généreux en laissant rentrer 50 000, 70 000 par année, puis des gens qui ont d'autres intérêts que vous, ils veulent par exemple, islamiser le pays. Ben, ça marche bien au début parce qu'ils sont une petite proportion, mais quand ta proportion atteint 10, c'est un peu... Les citoyens disent 10-15% d'une population allogène,
ben là, ça crée des problèmes. Puis quand ça atteint 20-30%, ben là, ça peut exploser facilement. C'est que vous avez dépassé la limite d'absorption dont parle d'ailleurs Legault. Legault, il dit, ben pourtant, il a laissé rentrer 140 000 personnes dans l'année. En tout cas, fait que toujours est-il qu'ils ont passé les limites et des guerres civiles menacent partout. Si les gens ont voté pour la droite, un pays social-démocrate, un exemple mondial de générosité puis de tout ce qu'on veut, ben c'est parce que ça allait trop loin, les limites sont passées, puis là ils sont majoritaires. L'histoire, c'est pour ça que j'ai souvent dit ça quand je voyageais, je disais aux islamistes, si vous pensez que vous allez prendre l'Europe, vous vous trompez, même s'ils sont vieux, ils sont 500 millions, et vous êtes 45 millions. S'ils choquent, parce que vous vous êtes choqués, vous, en 1960 contre les Français, vous les avez foutus dehors, c'est ça qui va arriver. Ça va être évidemment que l'Europe va être mise à feu et à sang. Mais ce qui est plus probable, c'est que les gens vont arrêter avant que ça soit à feu et à sang. Ils vont trouver des moyens d'arrêter ça. Et le danger, évidemment, c'est que quand l'anarchie s'installe dans un pays, la seule loi historique dont les historiens soient absolument certains, c'est qu'à l'anarchie succède toujours la dictature. Toujours. Pas une fois, 3 fois, 4 fois, tout le temps. Ça, on connaît pas d'exemple. L'anarchie s'est installée comme aux États-Unis, les gens rentrent, puis ils volent, puis ils cassent tout, puis ça marche pas, ça. À un moment donné, quelqu'un prend le pouvoir. Alors, ça peut être une dictature violente, ou ça peut être simplement un homme fort qui prend le pouvoir, puis dit, je vais régler le problème. Alors, regardez ailleurs. Fait que là, il met la loi des mesures de guerre, comme Trudeau avait fait au Québec, de façon illégitime. Il enlève les protections, puis là, il rentre dans le top. Quand c'est fini, tout ça, ben, il remet Bon. D'habitude, ils ne remettent pas, par exemple, ça. Je l'ai noté que dans l'histoire, quand on a perdu nos droits et libertés, ben, c'est fini. Il y en a plus. Bon. C'est très difficile de perdre le pouvoir quand on est un dictateur. On a peur de se faire tuer puis de se faire zigouiller. Comme Hitler, d'ailleurs, qui est obligé de se suicider pour pas passer en jugement. Alors, comme ils le savent, puis ils savent pas faire autre chose que de la croissance, mais un gars comme Biden, il arrête pas de parler, il faut désarmer les Américains. Ben, essaye de désarmer les Américains. Il y a 350 millions d'armes qui se promènent. S'ils continuent d'embêter la population, de surcharger la population avec des taxes, des impôts, ça va exploser. Il y a un danger de guerre civile. 40% des Américains ont déclaré la semaine passée qu'ils croyaient que d'ici 10 ans, il y aurait une guerre civile aux États-Unis. Parce qu'eux-mêmes ressentent une pression de plus en plus forte. Les classes moyennes, notamment, qui sont en train de disparaître aux États-Unis. Alors, ça, j'en ai parlé. Alors, la crise qui s'en vient, la grande crise qui s'en vient, c'est pas ce qu'on vit là, c'est une petite affaire, ils nous disent 2008, peut-être ça va être aussi pire, ça va être bien pire que ça. La vraie crise, elle va exploser quand il y a un point de faiblesse qui va céder avant les autres. Ça pourrait être la Corée du Nord avec les bombes atomiques, s'ils cavent, ils s'en vont lancer une bombe atomique sur le Japon ou sur la Corée du Sud. Ça pourrait être une crise de l'immobilier en Chine. Ça, c'est très possible parce que tout est caché en Chine. Les statistiques sont faussées, etc. Très difficile de savoir ce qui est la vérité en Chine. Ça pourrait être un crash boursier, européen, chinois, américain, ou peut-être les trois en même temps. Ça peut être l'hyperinflation. Il y a beaucoup de possibilités, mais c'est simplement une course laquelle des coutures qui va sauter en premier. Quand la première saute, ben là, la deuxième est plus faible, elle saute, ça accélère. Puis là, ben quand le Titanic coule, au début, ça va, on voit juste il baisse un petit peu, mais à la fin, là, c'est chou. Alors, ça tombe jusqu'à, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que je dis dans les 20 vidéos que j'ai faites sur la crise. J'ai dit, l'effondrement démographique, industriel, économique, social, culturel, etc., là, ça va s'arrêter quand la totalité de nos actions, la totalité de la pollution qu'on va produire va être passée sous la capacité d'absorption des environnements qui sont en effondrement. Alors, il faut d'abord que les environnements se stabilisent, donc il faut qu'on aille beaucoup plus bas, de façon à ce que, mais là c'est anybody's guess, hein, c'est n'importe qui peut faire le pari quand est-ce que ça va se produire, quand est-ce que qui, quoi, où, quand, je sais pas. Mais ça s'en vient, on est juste à côté, puis là, il n'y a plus personne il n'y a pas grand monde qui mette ça en doute, là, présentement. Maintenant, quelles sont les solutions à tous ces problèmes-là? Eh bien, les problèmes, la solution, c'est de faire l'inverse de ce que fait le monde actuel. C'est pas très, très compliqué. Il faut le faire nous-mêmes, les individus.
nous-mêmes les individus, puis nous-mêmes les petits groupes locaux, parce que les gouvernements ne le feront pas. Les gouvernements, ils produisent rien. Ils produisent rien, le gouvernement. L'argent que donne Justin Trudeau, il l'a pris dans vos poches. Dans vos poches à vous ou dans la poche de vos quelques enfants. 1,5 au Québec. Bon. Alors, il prend l'argent là où il est, là où il sera. Mais ils produisent rien. C'est des consommateurs, les gouvernements. L'État, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Alors, c'est nous qui devons... Alors, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, comme individus, comme... Bon, il y a des choses... ça, c'est le premier conseil que je donne. C'est la meilleure chose à faire, c'est de naître au bon endroit. Si vous avez fait l'erreur de naître au mauvais endroit, ben vous êtes mal foutu. Naître dans une bonne famille unie, où les gens s'entraident, bon, ça, c'est également un bon choix, une bonne décision que vous avez prise. Ça vous prend un groupe de support. Alors, si vous êtes dans un village, c'est facile. Il faut se coller à l'environnement puis éviter de détruire l'environnement où on vit. Si vous arrivez à faire ça, ben vous allez passer à travers la crise pendant que tous les autres vont boire la tasse. Ça prend un groupe de solidarité, un groupe de support, solidarité. Le mieux, c'est le village, le mieux, la famille, bien sûr, d'abord, le village, les régions. Il y a des régions comme la Gaspésie, les gens, ils s'entraident, évidemment, ils ont de la misère, là, ça a toujours été ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. L'Abitibi, ils ont leur propre réseau électrique, hein, les gens savent pas ça, mais ils peuvent fonctionner en autarcie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a partout dans le monde de ces petites régions-là. Une autre affaire, c'est qu'il faut mettre fin à la décadence. Quand vous vous mettez à souffrir d'une hyperinflation, d'une hypercrise, ben il faut arrêter de faire les décadences, puis il faut reprendre les valeurs de producteurs. C'est quoi des valeurs de producteurs? Ben c'est travailler fort, toujours faire des surplus, toujours faire des économies, jamais faire de dettes. Ce que faisaient nos ancêtres jusqu'en 1920. Oui, c'est ça que j'allais dire, M. Nantel. C'est vous revenez à la base de ce qui a fait le succès de notre société jadis. De l'humanité entière. Aussi. Écoutez, la dernière décadence qu'il y a eu avant celle des 70 dernières années, c'est l'Empire romain. Ça s'est effondré, c'est tout. Puis là, ben, les gens ont passé par 2000 ans où ils ont recommencé à travailler la terre, recommencé à produire, recommencé. Puis les gouvernements, c'était juste du trouble. Ils venaient leur chercher leur argent, leurs filles parce que c'était des belles filles, les gars forts pour faire des soldats. Et c'était tout du trouble. Je l'ai déjà dit, les Chinois disent, l'empereur est loin et les montagnes sont hautes. Bon, l'empereur, c'est juste du trouble. Qui reste donc chez eux, on n'a pas besoin de lui. Bon, puis quand il venait, c'était juste des mauvaises nouvelles. Alors, il faut faire des enfants, ça c'est très important. Les enfants, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous vous occupez des enfants pendant 20 ans quand ils sont jeunes, puis ils s'occupent de vous pendant 20 ans quand vous êtes vieux. Si vous voulez des pensions, là, ça vous prend des enfants. Ça, c'est bon. Alors, toute l'idée là que les enfants, ça fait caca, ça fait pipi. En passant, c'est toujours quelque chose qui me frappe. Les gens arrêtent pas de parler négativement des enfants. Ah, il chiale tout le temps, il est tout le temps en train de me demander un bicycle, puis tout le temps en train de me demander de l'argent. Mais pourquoi est-ce que les êtres humains ont des enfants? C'est quelque chose d'extrêmement populaire avoir des enfants. C'est parce que c'est agréable, les enfants. Moi, j'ai plein des enfants autour de moi. Puis moi, j'ai du fun avec les enfants, notamment quand ils ont entre 3 ans, quand ils parlent, entre 3 ans puis 8 ans. On peut leur raconter toutes sortes d'affaires, puis là, c'est des astronautes qui arrivent sur une nouvelle planète. Puis là, ils découvrent toutes sortes d'affaires. Évidemment, ils se mettent en danger en se mettant des trucs dans la bouche, tout ça. Mais c'est fascinant de regarder faire les enfants, puis de les faire réfléchir. Moi, je m'amuse à faire réfléchir les enfants. Je leur dis, tes cheveux, ils sortent de ta tête. Donc, il y a une grosse boule de cheveux dans ta tête. Donc, si je tire sur les cheveux, tu vas avoir des lourds cheveux. Là. Ah, non. Là, on voit l'enfant qui réfléchit, il dit, non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Il fait des... Moi, j'avais 5 ans, puis je raisonnais à Dieu. Hein. On m'avait compté ça, Jésus, tout ça. Puis je disais, Dieu, c'est quoi? Il a créé tout. Bon. Puis j'avais 5 ans, je me souviens de ça très, très clairement. En tout cas, toujours est-il que, pour continuer, il faut étudier en sciences, en technique, dans des domaines qui sont utiles au reste de la population. Électricien, plombier, réparateur d'ordinateur, ingénieur, infirmière, médecin. Faire du cinéma, là, manger du craft dinner puis du beurre de peanut à longueur de semaine. Puis vous vivez dans un sous-sol plein de coquerelles. C'est ça, faire du cinéma, mais il aime ça, ben oui. Vous vivez dans un monde imaginaire. C'est ça. Ben, il paye pas. Il faut éviter de faire du gaspillage.
faut faire du recyclage, du vrai recyclage. Il faut arrêter d'acheter des choses qui vont polluer l'environnement où vous vivez, là. Ça s'accumule pas loin de chez vous, les déchets. Il faut créer son propre emploi. Il faut viser ça. Vous vous promenez là dans votre métier, là, puis vous regardez, là, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être besoin de petites voitures pour amener, il y a besoin de chandail, ou peut-être on va amener des sandwichs. Il faut avoir l'idée là, de créer des business, parce que dans une crise comme celle qu'on va affronter, c'est ceux qui vont créer des business qui vont bien vivre et qui vont en faire vivre d'autres dans leur groupe de support. Et dans l'alimentaire aussi, M. Nantel. Voilà, je vais en parler. Ah oui, vous alliez en parler, absolument. C'était ça. Moi, c'est vers ça que je m'en vais, là, en tout cas. Là. Oui, c'est ça. Ben écoutez, il faut coller à l'environnement, il faut éviter de le détruire. L'accès à l'eau, très important, qu'il y ait de l'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau sur la planète, c'est tout pollué partout. L'autoproduction, vous en faites, vous avez des jardins, etc. Vous c'est pas que vous allez en vivre de vos jardins, non, mais vous allez savoir comment les faire. Voilà. Alors, c'est ça qui est important. Et mes conserves, M. Nantel. Ma grand-mère... Oui. On dit qu'au Québec, on a déjà été quasiment autosuffisant, qu'on se nourrissait à 80% des produits de chez nous, puis aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Hein? C'est aux alentours de 30% qu'on mange on mange rien qui vient du fleuve. Pourtant, nos produits sont vendus à l'extérieur du Québec, les fruits de mer et tout. On en mange un petit peu, mais on n'a pas cette culture-là au Québec de manger trop de poissons. Ça s'est comme perdu. Il y a plein de choses au Québec qu'on pourrait exploiter puis qui nous rendraient beaucoup plus indépendants. Hein? C'est pas juste politiquement. Je crois que la nourriture, c'est capital. Vous savez, dans le film Séraphin, à un moment donné, Donalda, elle a faim, puis elle est en train de manger des galettes de sarrasin, ce qui était de la nourriture de base là, que c'est produite au Québec. Puis elle prend de la melasse pour mettre ça. Séraphin, il l'arrête, il dit « Hey! Il faut pas en prendre trop, ça vient des pays étrangers, ça. C'est de la melasse. » Bon. En passant, dans le vrai film, dans le vrai livre, il tue Donalda en 8 mois. À force de la priver, puis de pas ouais. En tout cas, 8 mois. Puis il abaisse jamais. Parce qu'il veut pas de bébé. En tout cas, c'est tout c'est assez frappant comme livre. C'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Il faut avoir une petite réserve, mais ça, les Suisses le font. C'est un pays hyper développé, puis la Suède aussi. Mais la Suisse, notamment, Israël aussi. Il y a 3 pays qui font ça. Israël, la Suisse, ils ont des abris nucléaires. Au point de abris nucléaires au Québec, ben oui, si vous voulez, mais c'est pas... Mais en Suisse, le gouvernement passe régulièrement dans les maisons. Il faut que vous ayez, je crois que c'est 2 semaines de nourriture mis dans l'abri antinucléaire. Alors, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de nourriture. Puis si vous les avez pas, là, avec les couvertures, puis ce qu'il faut pour survivre, c'est une amende. Alors, j'ai visité ça en Suisse, c'est assez frappant, c'est assez intéressant. On rentre là, puis il y a des bouteilles d'eau, c'est ça. Puis, oui, puis chaque Suisse aussi est comme membre d'une milice aussi. Hein? Ils ont leurs armes chez eux. Oui, moi, ils m'ont montré sa mitraillette. Il n'y a pas de meurtre de masse là-bas en Suisse, à ce que j'entends. En Israël non plus, avez-vous remarqué? Ah, oui, moi, j'ai vécu en Israël, puis à un moment donné, il y avait un de mes amis, je voyais avec un ami qui était juif argentin. On embarquait dans les autobus, puis c'était marqué dans les autobus, si vous voyez un paquet oublié, avertissez le chauffeur. Puis là, vous avertissez le chauffeur, il arrête, il débarque tout le monde, éloignez-vous de 200 pieds de l'autobus, puis là, il fait venir un démineur. Bon. Puis les gens rentraient dans les autobus, les jeunes rentraient avec des mitrailleuses, puis s'assoyaient. Puis mon chum, il me dit, bordel, c'était un peuple guerrier ici. Ben oui, j'ai dit, t'es juif, ils veulent que tu fasses partie de ça, tout ça. Ouais, mais moi, je suis pas venu ici pour ça. Mais c'est un peuple guerrier. Fait que quand vous avez des armes, ils ont fait une expérience dans le sud des États-Unis qui est intéressante. Il y avait, parce que tout le monde a des armes là-bas, mais c'est pas tout le monde qui les porte. Alors, ils ont comparé une petite ville où les gens étaient obligés par la loi de porter une arme. Puis une autre petite ville où les gens avaient l'interdiction de porter des armes. D'après vous, c'est quel endroit qui avait le moins de meurtres? Où on portait des armes. Voilà. Ah ouais, hein? Le bandit, il se dit, ouais, ben, en passant, c'est pour ça qu'ils attaquaient les Québécois, ils doivent encore le faire, parce qu'ils savent que les Canadiens n'ont pas d'armes avec eux, parce qu'ils sont des touristes. Ah, c'est safe. Ah, ils vous rentrent dedans, puis là, ils vous volent, vous arrêtez, parce que nous autres, on arrête pour parler, non, puis là, ils vous volent. Bon. Mais les gens armés, comme Clint Eastwood, là, dans John Wayne, là, dans les westerns, là, ça prenait une bonne décision pour aller leur frotter les oreilles. Ça prend beaucoup de courage. En tout cas, très important. Concluons. Ouais, ben, j'ai presque fini. Oui. Il faut être autonome
C'est ça que ça veut dire, tout ce que j'ai dit. Puis il faut se tenir loin pour la crise, là. Au moins pour la période de la crise. Il faut se tenir loin des gouvernements, des banques et des fraudeurs. Alors, il faut payer ses dettes. Il faut s'arranger pour pas qu'ils viennent... Quand il y a une crise, les gouvernements ou les banques, ils viennent chercher l'argent là où il est. Pas là où c'est moral de le prendre. Si vous avez économisé toute votre vie, puis votre frère n'a pas arrêté de prendre de la drogue, puis de se pacter, puis d'être des dettes jusqu'aux oreilles, ils n'iront rien chercher chez lui, ils vont aller chercher chez vous. Alors que c'est vous qui méritez d'avoir de l'argent parce que vous avez économisé. Bon. Alors, il faut se tenir loin, il faut payer ses dettes, il faut payer son hypothèque le plus vite possible, surtout les cartes de crédit. Bon, il faut faire ça. Si vous avez du cash de réserve, ben, vous pouvez acheter de l'or, de l'argent, parce que comme disait John Pierpont Morgan, l'or, c'est de la monnaie. Tout le reste, c'est du crédit. C'est-à-dire qu'on peut vous voler avec le crédit. Mais l'or, vous l'avez dans les mains. Bon, fait que si vous avez du cash, là, il faut acheter. Là, il est peut-être un peu tard, là, je sais plus où est rendu l'or, là, mais l'or, ils disent. Avant, les gens disaient on va se débarrasser de l'or comme monnaie. Puis là, depuis quelques années, tout le monde, Charles Gave, tout ça, il dit non, finalement, l'or c'est bon. Ben oui, l'or c'est bon. Parce que bon. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pas du survivalisme. Je vous dis pas d'aller vous placer dans le bois avec une mitrailleuse dans un trou. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rester avec un groupe. Il faut jamais s'isoler. C'est dangereux. Ils vont vous attaquer à 10 contre 1. Ils vont vous tuer. Alors, c'est pas du survivalisme, ce dont je parle. C'est d'agir intelligemment. Et la sélection naturelle à travers l'histoire de la vie, la sélection naturelle, elle a fait survivre les plus intelligents, qui s'étaient les mieux préparés, qui s'étaient les mieux associés, qui avaient le plus de réserves. C'est ça qui se passe. Ça, c'est pour les animaux, les plantes, n'importe quoi. Et ce que la sélection naturelle tue et que la civilisation fait survivre, c'est les gens qui sont pas préparés, qui ont baissé les bras, qui se laissent aller, qui sont déprimés, qui sont pessimistes. Moi, si j'avais été sur le Titanic, j'aurais nagé jusqu'au bout, puis j'aurais probablement été dans les 6 derniers survivants que le dernier canot qui est revenu a trouvé. Ils ont trouvé 6, les 1700 morts. Bon, ben moi, je me serais battu encore, d'autant plus que je pense que ça serait dur, mais ça serait, si ça allait très, très creux, là, on parle, là, au point d'être survivaliste. Mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle d'agir intelligemment, de façon à pouvoir durer. Alors, dernière chose que je veux dire, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ben mettez un pouce. C'est juste là, en bas, là. Vous mettez un pouce, puis vous pouvez faire un commentaire. Si vous posez des questions, ben je vais m'arranger pour y répondre le mieux possible. Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Ça a été agréable.